Alors aujourd'hui, nous accueillons Laurent Glosy, donc, qui a écrit son dernier livre, Les Géants et l'Atlantide, révélation de l'archéologie interdite. Alors ce livre prend sa source dans une documentation linguistique riche, en 6 langues différentes. Il compte 380 pages, dont 70 pages de photographies. Ce livre s'appuie sur les études et témoignages des pères de l'Église et de scientifiques chrétiens. Alors Laurent Glosy, bonjour. Bonjour Ludwig. Alors voilà, je vais vous poser une première question. Les Géants et l'Atlantide ont-ils réellement existé? Oui, les géants et l'Atlantide ont réellement existé. D'ailleurs, mon livre commence sur une photo d'un géant de 3,70 m qui, dans les années 1900, a été exposé dans la gare de Londres et de Liverpool, repris dans la presse tout à fait sérieuse irlandaise, puisqu'il avait été découvert en Irlande, dans le journal Strand. Et ensuite, les géants ont été étudiés par des personnalités de l'Église, des pères de l'Église. Je pense à saint Augustin à la Cité de Dieu, qui parle du géant Nébrod qui a construit la tour de Babel. Je pense aussi au père Athanase Kircher au XVIIe siècle, qui étudie les géants et qui aussi dessine une carte de l'Atlantide. Athanase Kircher n'est pas n'importe qui parce qu'il est archéologue, il est aussi linguiste de l'Église catholique jésuite et il parle 29 langues. Les géants et l'Atlantide sont tout à fait défendus par le milieu scientifique. On retrouve par exemple Pierre Dequesne, qui est ingénieur en génie atomique, qui défend la théorie de l'Atlantide. On retrouve aussi un prix Nobel de physique dans les années 50 qui s'appelle Frédéric Soddy, qui défend l'Atlantide en disant que c'est une question tout à fait sérieuse et que l'Atlantide a existé. Donc déjà dans l'Église, dans le monde scientifique, l'Atlantide et les géants effectivement ont été étudiés et sont défendus. Pourquoi aujourd'hui refuse-t-on de reconnaître cette vérité? Parce que l'Atlantide et les géants nous ramènent à une vérité biblique. Si les géants ont existé, on peut se demander si ces géants n'ont pas existé à une époque où tout était gigantesque. Donc, est-ce que les géants auraient existé à l'époque des dinosaures, par exemple? Et si c'est le cas, est-ce que les dinosaures ont réellement disparu il y a 60-70 millions d'années? Puisqu'on retrouve des traces de géants à côté de traces de dinosaures, par exemple à Glen Rose. Il y a aussi un chalutier japonais en 1979 qui a pris un plésiosaure, c'est-à-dire un dinosaure marin dans ses filets. Le Japon en a même fait un timbre. Donc la réelle question, c'est l'âge de la Terre. Est-ce que la Terre aurait réellement 4 milliards d'années ou est-ce qu'elle serait bien plus jeune, comme le prétend la Bible? À quelle époque estime-t-on la disparition de l'Atlantide? L'Atlantide est estimée donc par Fernand Crombette, qui est un égyptologue spécialiste de langues anciennes comme le copte ancien, donc en 1226 avant Jésus-Christ. Il n'est pas le seul puisqu'il y a aussi, il a étudié donc ce phénomène avec le directeur du musée océanographique à Monaco à l'époque, dans les années 50, qui s'appelait Jules Rouche. Il y a aussi cet ingénieur donc Pierre Dequesne qui parle de l'Atlantide et il penche effectivement ces scientifiques sur la possibilité d'une vague, d'un raz de marée gigantesque qui serait allé à 200 mètres secondes, comme Gibraltar n'existait pas, faisant le tour de l'Afrique et qui aurait ouvert la mer Morte et aurait permis effectivement à Moïse et aux Juifs d'échapper aux troupes de Pharaon. Alors, quels vestiges ont laissé les géants? Déjà, quand on regarde l'Atlantide et quand on consulte les écrits de Platon dans le Critias, on constate que l'Atlantide est composée d'immenses fossés avec un palais, celui du roi. On lit aussi que le roi de l'Atlantide serait descendant un de ses descendants, pardon, serait le roi de l'Atlantide et Poséidon. Et un de ses descendants, Alcinos, serait un géant. Donc on peut déjà penser, de par les travaux, de par la mythologie, que l'Atlantide a été fabriquée par des géants. Et ensuite, quand on consulte les légendes dans les sites mégalithiques d'Amérique du Sud, sites qui ont été construits à 3000 mètres d'altitude ou au-delà, comme Tiahuanaco, etc., il y a des légendes qui expliquent que c'est
vestiges ont été construits par des géants. On retrouve aussi en Amérique du Sud des noms de villages portant le nom de Aztlan. Donc les géants ont pu être des constructeurs de sites mégalithiques, et ensuite on se rend compte en étudiant ces fameux géants que les pyramides d'Égypte, par exemple, ne sont pas les plus grandes pyramides au monde. Il y a les pyramides de Chine, dans les plaines du Qingshuan, qui sont 2 fois plus grandes que les pyramides d'Égypte, ce que l'on ne dit pas. Et il y a aussi les pyramides en Bosnie, dans l'ancienne Yougoslavie, qui sont les plus grandes au monde. Donc l'étude des géants remet en question et le darwinisme et les quelques notions que l'on veut bien distiller sur l'archéologie. Oui, effectivement, dans ton livre, tu mets l'accent sur des constructions incroyables et sur le fait qu'aujourd'hui encore, les scientifiques ont du mal à expliquer les constructions de telles pyramides. Tu parles également de découvertes fantastiques cachées au commun des mortels, mais étudiées par l'élite dirigeante dans le plus grand secret. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça, c'est tout à fait intéressant. C'est un prêtre donc, qui était un prêtre missionnaire, le père Crespi, qui dans les années 70, donc d'origine italienne, missionnaire en Équateur, découvre des galeries avec des plaques en or représentant des dinosaures, des Indiens en train de scruter les étoiles. Et donc il entrepose cela dans son église. Il y a effectivement un incendie qui détruit la plupart de ces vestiges. Ce qui est tout à fait intéressant de constater, c'est que le père Crespi qui s'intéresse à cela est un homme tout à fait sérieux, puisque donc il décède dans les années 70, en 79 et en 69 pardon, et le Vatican a fait un procès en béatification pour ce prêtre. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que par la suite, donc les Américains, à la fin des années 70, ont envoyé une équipe constituée donc de militaires américains et de militaires équatoriens pour étudier ces galeries souterraines. Et nous retrouvons dans cette équipe Armstrong, donc, qui avait participé à la prétendue mission Apollo 11 sur la Lune. Donc on constate effectivement que d'un côté, on nous explique que toutes ces théories sont fumeuses, mais qu'en arrière-plan, il y a une élite sociale que j'appelle supramaçonnique, qui s'intéresse effectivement à ces recherches archéologiques, avec des sommités de la science, puisque Armstrong n'est pas n'importe qui. Donc, quels auraient été les résultats de ces découvertes selon eux? Selon eux, ils disent tout à fait que, alors que ça a été des recherches les plus coûteuses en termes de spéléologie, ils disent n'avoir rien trouvé, mais ça a quand même duré 8 mois. Donc pourquoi 8 mois pour n'avoir rien trouvé? C'est complètement contradictoire. D'accord. Tu parles également de l'avion des pharaons. Ça paraît incroyable. Pourrais-tu nous en dire plus sur cette découverte? Ce sont 2 frères, un qui est physicien, l'autre qui est spécialisé en archéologie. Ce sont 2 scientifiques, c'est le docteur Messia qui découvre donc un oiseau qui daterait de l'époque de Séti Ier, c'est-à-dire plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont reconstitué donc, ce modèle, c'est un avion sans pattes et sans plumes, c'est un oiseau sans pattes et sans plumes, ils découvrent que il a toutes les caractéristiques d'un engin en termes effectivement il a toutes les caractéristiques pour voler. Donc ça pourrait passer pour une particularité, mais ce n'est pas le cas, puisque dans le temple d'Abydos, on retrouve aussi des dessins, qui est un temple égyptien de l'époque des pharaons. On retrouve aussi des reproductions d'avions. Donc c'est tout à fait troublant, et il y a aussi des reproductions d'avions en Amérique du Sud. Oui, dans ton livre, tu parles en effet d'expériences qui démontraient l'aérodynamique parfaite de ces modèles d'avions. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est l'étude qu'a réalisé le docteur Messia et qui trouve que, reproduit sur du balsa, cet avion a toutes les caractéristiques effectivement d'un engin volant. Donc ça laisse augurer que comme le dit la Bible dans les premiers chapitres de la Genèse, que l'homme des premiers temps était connaisseur de très grandes technologies. D'ailleurs, dans mon livre, j'explique une chose tout à fait réelle, c'est-à-dire dans les grottes, on découvre que les dessins ne sont jamais
les dessins de l'art pariétal, hein, ne sont jamais réalisés à l'entrée des grottes, mais dans des coins tout à fait inaccessibles des grottes, c'est-à-dire des coins qui ne sont pas du tout éclairés. Donc ça contredit encore une fois l'explication d'hommes complètement, je dirais, sans connaissance. Par exemple, il y a un préhistorien qui s'appelle Jean Clotte qui explique que 5% de l'art pariétal ne pourrait pas être reproduit à l'heure actuelle, tellement cet art est complexe. D'accord. Tu défends dans ton livre l'inhérence biblique et l'existence du déluge. Oui, alors ça, il y a plusieurs cas effectivement pour lesquels plusieurs exemples dont je me sers pour défendre le récit biblique et le déluge, hein, avec l'arche de Noé. Le cas qui est tout à fait intéressant, c'est celui du professeur Ioannis Litsyris, donc qui est grec, qui est professeur d'archéologie, qui a fait ses études à Oxford, qui a enseigné à Bordeaux, et qui explique que la moitié des blocs de pierre de la pyramide de Khéops sont constitués de fossiles de coquillages intacts. C'est-à-dire que ça signifie qu'il y a eu une région aquatique avant la construction des pyramides, et que cette région aquatique n'a pas duré longtemps puisque tous les fossiles de coquillages donc, sont intacts. Et là, on rejoint encore la théorie de Fernand Crombette, hein, celui qui a étudié l'Atlantide et qui date de sa disparition de 1226 ans avant Jésus-Christ. Crombette disait les pyramides n'ont pas pu être été construites par des esclaves, tout simplement parce que comme il y a eu le déluge juste avant, la population était en train de se reformer. Donc on voit qu'en confondant les témoignages et les études de scientifiques de très haut niveau, on arrive encore une fois à retrouver l'inhérence biblique. Alors, tu compares les théories anti-darwinistes à du révisionnisme. Pourquoi ? Parce que tout simplement, maintenant, les créationnistes qui, je pense à Kent Hovind aux États-Unis, qui avait ridiculisé lors d'un débat aux États-Unis le chantre du darwinisme, c'est-à-dire Dawkins. Donc Kent Hovind, qui est un physicien, professeur en physique, a eu le malheur, je dirais, à travers la science et la Bible, de convertir, c'est-à-dire d'amener les gens à Dieu et au Christ. Et il a eu quelques problèmes, c'est-à-dire qu'il a écopé de 7 ans de prison, sous un faux prétexte de blanchiment d'argent, et cette peine se termine en 2015. Donc on voit que ceux qui font ce genre de révisionnisme, qu'est le créationnisme, ils risquent des peines lourdes de prison, et en plus le mensonge est orchestré par les mêmes, c'est-à-dire qu'on retrouve les Rockefeller également dans le darwinisme. D'accord. Alors une dernière question, où peut-on trouver votre livre ? Eh bien, on peut le trouver à la librairie française, 5 rue Bartholdi, dans le 15e arrondissement. C'est un livre qui coûte 24 €, et qui est tout à fait modeste pour un livre de 380 pages avec autant d'images en couleur. Très bien, et j'imagine également sur Internet. Oui, tout à fait, bien sûr. Anglosy, merci. Merci aussi.